Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. La 6e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique a regroupé plusieurs participants, parmi lesquels des militaires, des délégations diplomatiques, le Premier ministre français Édouard Philippe, le président mauritanien et le président sénégalais Macky Sall. Lancée au même moment que l'opération française Serval au Mali en 2013, cette réunion se veut un cadre de réflexion sur la défense et la sécurité sur le continent. La paix, la sécurité et la stabilité du Sahel sont partie intégrante de la paix, de la sécurité et de la stabilité du monde. En conséquence, combattre le terrorisme au Sahel est à la fois un devoir de solidarité et un impératif de sécurité collective. Cette année, les présidents sénégalais et mauritaniens qui ont présidé la cérémonie ont réclamé d'une même voix un mandat renforcé pour les forces combattant les djihadistes au Sahel, notamment celles de l'ONU déployées au Mali. L'ONU doit se réformer, non seulement au niveau de la composition des membres permanents du Conseil de sécurité, mais également dans sa politique de maintien de la paix, qui n'est pas en adéquation avec les enjeux du terrorisme d'aujourd'hui. Prévue pour 2 jours, cette édition a pour thème principal les défis du multilatéralisme. Le Premier ministre français Édouard Philippe a exhorté lundi à plus de collaboration et l'implication de tous les États d'Afrique de l'Ouest dans la lutte contre le terrorisme. Une chose est certaine, les groupes djihadistes profiteront, dès qu'ils le pourront, de nos faiblesses, de nos manques de coordination ou de nos insuffisances en termes de moyens, d'engagement ou de formation. Nous ne devons donc leur laisser aucune chance, aucune prise. Le contexte sécuritaire s'est dégradé ces derniers mois au Sahel et cela suscite des questions sur l'efficacité des armées nationales, mais aussi des forces étrangères, parmi lesquelles l'opération française Barkhane qui mobilise 4500 militaires. La semaine passée, le président français Emmanuel Macron a annoncé des décisions imminentes pour améliorer la lutte anti-djihadiste dans la région. Les 5 candidats, tous liés au régime de Bouteflika, sont vilipendés par une bonne partie de la population. Les gens sont contre les élections faites de cette façon. Nous protestons depuis 9 mois pour dire non aux gangs. Pas d'élection avec les gangs. Je dis à tous les Algériens que pour le bien de ce pays et pour se débarrasser des racines de la France qui se ramifient dans tous les domaines, il faut se rendre aux urnes. Les élections sont la solution. Nous sommes ici pour dire non. Il n'y aura pas d'élections. Ce sont les citoyens qui décident quand et comment organiser les élections. La campagne, qui se terminera le 8 décembre à minuit, 3 jours avant le scrutin, s'annonce très difficile d'après des observateurs. Certains Algériens veulent que la contestation demeure pacifique. Pour l'heure, aucun candidat n'a tenu de meeting dans la capitale et dans une des principales villes du Nord, où le refus de la présidentielle est clamé chaque semaine. Aucun candidat n'a non plus apposé ses affiches électorales sur les panneaux à Alger. Le Hirak, mouvement de contestation inédit, apparu en février dernier, ne faiblit pas. Des manifestations continuent chaque semaine. La grande inconnue demeure la réaction du pouvoir face à ce rejet du scrutin. L'actuel homme fort du pays, le général Ahmed Gaïd Salah, et le haut commandement militaire refusent tout autre scénario de sortie de crise qu'une élection présidentielle et la mise en place d'institutions de transition réclamées par les manifestants. Tous les jours depuis 1 mois, les manifestants au Liban se sont rassemblés dans les rues, appelant l'élite politique du pays à se retirer. Ils exigent la fin de la corruption et de meilleurs services comme l'électricité, l'eau et les soins de santé. Certains dénoncent les violations des droits de l'homme ou demandent l'amnistie pour les prisonniers politiques. En dehors de Tripoli, la 2e ville du Liban, des manifestants ont dressé des barrages routiers pour tenter de faire pression sur le gouvernement. Nous sommes dans la rue tous les jours pendant 1 mois parce que les autorités sont corrompues et nous ne croyons pas qu'elles prennent soin de notre pays.
À Beyrouth, les routes menant au Parlement sont coupées par les forces de sécurité, tandis que certains manifestants campent près des barrages routiers. La nuit, les manifestants se rassemblent, exprimant leur colère et célébrant ce qu'ils appellent la révolution libanaise. Le gouvernement a promis des réformes et le Premier ministre Saad Al-Hariri a démissionné. Celui qui devait le remplacer, l'ancien ministre des Finances Mohamed Safadi, a refusé le poste, affirmant que le leadership actuel est trop divisé pour former un cabinet harmonieux. Pendant ce temps, les manifestants disent qu'ils ne veulent aucun parti politique au pouvoir, ce qui rend la transition souhaitée difficile. À l'aube d'un deuxième mois de manifestation, le mouvement semble manquer de dirigeants distincts. Reste à voir si les protestations vont s'intensifier, se dissiper ou se transformer en quelque chose de complètement différent. Que se passe-t-il dans le monde de la technologie? Eh bien, comme chaque lundi, nous vous proposons un petit rattrapage et c'est avec Arzouma Compaoré dans Afrotech. Bonsoir Arzouma. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Alors la Lumumbashi Digital Story a refermé ses portes samedi dernier au Pullman Lumumbashi Grand Caravia Hotel, organisé par Sinolu, Synergy DRC et Kinshasa Digital. C'est 2 jours d'expérience digitale avec comme thème Ensemble, écrivons le futur. Cela a permis aux participants d'échanger sur la question de la transition numérique en RDC et en particulier dans le Grand Katanga. Alors, la Lumumbashi Digital Story fait en fait partie de l'Africa Digital Story, qui est une initiative qui fait l'objet d'une tournée en Afrique centrale avec un sommet régional prévu à Kinshasa du 16 au 17 avril 2020. Événement à suivre donc chaque lundi, Arzouma, un focus de la semaine. C'est ça, John. Vous le savez peut-être déjà, Elon Musk, le boss de la société Tesla, qui est pionnière dans le domaine de les voitures électriques, a récemment annoncé son choix d'implanter une unité de production européenne en Allemagne. Selon les analystes, les voitures électriques Tesla occuperaient déjà 30% du marché européen. Mais comment ça fonctionne une voiture électrique ? Suivez plutôt. Les véhicules électriques ont un moteur électrique plutôt qu'un moteur à combustion interne. Au lieu d'essence ou de diesel, les véhicules électriques utilisent une batterie rechargeable au lithium-ion pour créer de l'énergie. La batterie est constituée d'un grand groupe de cellules appelées batteries de traction. Le pack envoie de l'énergie électrique à un moteur à induction. Le moteur à induction comporte 2 parties principales, le stator et le rotor. Lorsque l'énergie électrique est dirigée vers le stator, un champ magnétique tournant est créé, ce qui fournit l'énergie mécanique nécessaire pour faire tourner les roues de la voiture. La vitesse peut être contrôlée en faisant varier la fréquence d'alimentation du moteur. À l'heure actuelle, les véhicules électriques peuvent être chargés à domicile, dans les stations-service ou dans les parkings publics. Un chargeur est branché sur le port de charge des véhicules électriques. Les véhicules électriques sont silencieux et ne polluent pas. Ils demandent très peu d'entretien car ils comportent beaucoup moins de pièces mobiles que les voitures à combustion interne. Cependant, les batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques sont directement responsables de la pollution, car l'électricité est produite par des centrales au charbon ou nucléaire. En outre, l'exploitation du lithium a un impact significatif sur l'environnement et les communautés locales, en particulier en raison de la pollution de l'eau. Le chargement des batteries prend beaucoup de temps, leur production reste assez chère et les infrastructures de recyclage actuelles doivent être améliorées. Alors John, est-ce que vous avez un modèle préféré chez Tesla? J'avoue que j'ai l'embarras du choix, je vais y réfléchir. Très bien. Arzouma, on continue cette fois avec Folie d'invention. Parlons. Tout à fait, Parlons John. de quoi cette semaine? Alors, vous connaissez peut-être déjà Iron Man version Marvel, oui. Mais connaissez-vous Iron Man version réalité? Eh bien, le pilote et ingénieur britannique Richard Browning est celui qui se fait appeler The Real Iron Man, le véritable Iron Man. Et la semaine dernière, il a battu son propre record du monde de vitesse dans sa combinaison volante équipée de réacteurs. Il a ainsi atteint 136 km à l'heure au large de la ville de Brighton, dans le sud de l'Angleterre. Selon Richard, le risque d'avoir un problème technique n'est jamais trop loin, mais ce nouveau record montre aussi toute l'évolution de son jet suite depuis le tout début dans son garage, il y a un peu plus de 3 ans.
Et puis, dans un tout autre domaine, je vous amène en Californie du Sud pour y découvrir les résultats des travaux des chercheurs de la Keck School of Medicine de l'Université de Californie du Sud qui redonnent de l'espoir aux paralysés. Elisabeth Lee nous en dit plus. David Karchem se souvient exactement du moment où sa vie a changé pour toujours. C'était en fait il y a 10 ans, 3 mois et 3 jours. Karchem a eu un accident vasculaire cérébral au volant d'une voiture, mais le côté gauche de son corps est resté paralysé. Bien que la thérapie physique traditionnelle a un peu aidé au début, aujourd'hui, c'est grâce à une interface cerveau-ordinateur et à la réalité virtuelle qu'il retrouve ses mouvements plus de 10 ans après son accident. Si quelqu'un ne peut pas bouger son bras dans le monde réel, nous pouvons augmenter ce mouvement dans le monde virtuel et utiliser la tentative de son corps pour bouger et lui donner l'impression qu'il bouge dans le monde virtuel. Selon Sukli Liu, ergothérapeute et neuroscientifique, dans de telles situations, un blocage cérébral empêche le flux sanguin de circuler. Mais grâce à la réalité virtuelle, le cerveau arrive à contourner le blocage. Dans cette étude, des électrodes sont placées sur le cuir chevelu et sur les muscles du bras. Elles sont également connectées à l'ordinateur et à ce monde virtuel. L'utilisateur doit essayer de déplacer ce bras virtuel avec son bras réel ou avec son esprit. Nous espérons qu'en leur montrant un bras virtuel qui bouge et qu'une partie de leur propre corps est stimulée, cela contribuera à renforcer et à exciter les réflexes moteurs, puis à renforcer l'activité cérébrale liée au contrôle des capacités motrices. Karchem explique qu'en travaillant avec un bras virtuel, il arrive désormais à étendre son bras et déplacer son poignet et ses doigts. Cela a amélioré ma capacité à marcher. Mais Karchem dit que les effets positifs ne durent que quelques mois. Les chercheurs travaillent sur une version portable de cette technologie que les participants pourront emporter chez eux afin de continuer à s'exercer et améliorer leur qualité de vie. Voilà, c'est tout pour Afrotech. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Arzouma Compaoré et à la semaine prochaine. Bonsoir à tous. Et décidément, l'Égypte ne s'est pas encore remise de sa CAN ratée à domicile après avoir été tenue en échec 1-1 face au Kenya lors de la première journée des éliminatoires de cette CAN 2021. Les Pharaons ont encore été accrochés par les Comores 0-0 à Moroni. Un score héroïque pour les Comoriens qui, comme vous le voyez, ont envahi la pelouse au coup de sifflet final pour exprimer leur joie. Et il faudra pour la suite s'attendre à des sanctions de la CAF, cette manière de célébrer un score étant interdite par l'instance fêtière du football africain. Toujours ce soir, la République démocratique du Congo a battu la Gambie 2-1, 2-2 entre le Cap-Vert et le Mozambique, 1-1 entre le Kenya et le Togo. Cette deuxième journée a débuté hier. Entre autres rencontres, le Mali a battu le Tchad 2-0 pour occuper la tête du groupe A et égalité avec la Guinée qui s'est imposée 2-0 également contre la Namibie. Dans le groupe B, le Burkina Faso a signé sa toute première victoire face au Soudan du Sud 2-1. Les étalons sont deuxièmes du groupe derrière l'Ouganda, vainqueur du Malawi 2-0. De son côté, le Sénégal enchaîne dans son groupe I. Deuxième match et deuxième victoire, succès logique en Eswatini, 4-1. Le Congo prend la deuxième place du groupe grâce à sa victoire 3-0 aux dépens de la Guinée-Bissau. Courte mais précieuse victoire des écureuils béninois 1-0 contre la Sierra Leone. Un service minimum dans un match difficile selon le sélectionneur du Bénin. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, c'est toujours des batailles, quoi. C'est toujours difficile. Et jouer à cette horreur, ça nous aide pas non plus, quoi. Donc oui, il y a des matchs comme ça où on gagne pas avec la manière, mais l'essentiel c'est de gagner, quoi, de prendre les 3 points. Parce qu'à domicile, il faut s'imposer. Des équipes comme la Sierra Leone et le Lesotho sont nos concurrents directs pour la qualification. Voilà. Satisfaction d'avoir pris les 3 points. Michel Dussier, donc sélectionneur du Bénin. Les matchs de cette deuxième journée s'achèvent demain. Le Burundi reçoit le Maroc et ce sera pour la première fois de l'histoire que Burundais et Marocains s'affrontent avec un même maître mot gagné. Oui, c'est vrai que c'est la première fois contre l'équipe marocaine, mais je dirais que ce n'est pas un miracle parce qu'on a joué contre la Tunisie, on a joué contre l'Algérie. Et le football maghrébin, ça a une ressemblance, comme tu peux dire, le football burundais, rwandais. Ce n'est pas historique parce que, tu sais, comme tu disais, dans le football, on joue et il y a quelqu'un qui gagne ou bien qui perd. C'est-à-dire, demain, il y aura une bonne rencontre et un bon niveau de football. Je pense qu'on a une obligation de gagner mardi et on doit bien ça aussi à nos supporters qui attendent une victoire depuis un moment. Il y avait de la chaleur ce matin, mais là ça s'est calmé, il fait frais, donc non, alhamdoulilah, ça va. J'espère que mardi ça sera la même température et voilà, on essaiera de tout donner quand même.
Voilà, c'était donc Alain Niengekou, sélectionneur du Burundi, et Sami Amala du Maroc. Ailleurs, David Villa cessera de jouer au football à la fin de la saison, qui est en cours. Le meilleur buteur espagnol de tous les temps, qui évolue au Japon avec Vissel Kobe, arrêtera après 19 ans passés sur les pelouses professionnelles. Villa, 37 ans, a commencé sa carrière avec le Sporting Dijon, puis le Real Saragosse, Valence, Barcelone et l'Atlético Madrid avant de quitter l'Espagne en 2014. Pour la MLS, il a remporté 2 titres de la Liga avec le Barça et un autre avec l'Atlético Madrid, entre autres trophées. Il a aussi gagné la Ligue des Champions en 2011 avec les Catalans. Avec sa sélection espagnole, Villa a remporté l'Euro 2008 et la Coupe du Monde 2010. Il a pris sa retraite internationale en 2014 et reste le meilleur buteur de l'Espagne avec 59 réalisations en 97 matchs disputés. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Ce festival des dessins de presse et de bande dessinée se déroule tous les 2 ans en Côte d'Ivoire. Si Coco fait allusion aux cocotiers des plages ivoiriennes, les bulles, elles, sont la plupart du temps plus sérieuses. Cette année encore, des dessinateurs s'engagent contre les dangers de l'immigration clandestine, comme JL, qui présente ce bateau en forme de cercueil avec une tête de mort comme ombre. Le dessin explique les dangers qu'il y a dans l'immigration clandestine. Voilà. C'est pour amener les gens, les Africains, à prendre conscience que c'est leur vie qui est en jeu quand ils se lancent dans cette aventure. L'immigration clandestine vers l'Europe est le thème de Coco Bulle 2019. Les dessinateurs souhaitent que les jeunes prennent conscience des dangers de l'immigration clandestine, mais aussi donnent l'exemple qu'il est possible de se réaliser professionnellement sur le continent. Un message qui semble toucher le public. Oui, pour moi, je pense que les images sont plus parlantes. Puisque, comme je le disais, une image vaut 1000 mots. Donc, à travers une image, on peut aisément comprendre sans toutefois, parce que c'est une approche assez simple qui permet à un citoyen lambda qui ne sait pas toutefois lire ou écrire, mais juste avoir l'image, la caricature, il y a un message déjà qu'on peut comprendre ou entrevoir. À côté des traditionnels stands de dédicaces et des concours de dessin, le festival a organisé des rencontres avec des anciens migrants et des membres de l'Organisation internationale pour les migrations. Certains dessinateurs n'ont pas hésité à contredire les discours officiels. Il existe une immigration irrégulière et il y a aussi une immigration régulière. Bon, moi je me demande comment est-ce qu'on va interdire à quelqu'un qui vit mal chez lui de ne pas vouloir quitter chez soi pour aller ailleurs. Question. Donc j'ai fait, comme à mon habitude, des petites caricatures qui énervent, qui dérangent. Un autre dessin de Paé montre un homme qui pleure devant le guichet des visas de l'ambassade de France. Visa refusé, c'est la 100e fois. Essayez encore, lui rétorque l'employé. Fin de ce journal. Bonsoir.